Bertrand Marchal, vous êtes professeur à la Sorbonne, spécialiste du XIXe siècle, notamment de la poésie du XIXe et du symbolisme auquel vous avez consacré un ouvrage. Vous avez publié des préfaces, des articles, des études sur Nerval, sur Baudelaire, sur Flaubert. Et puis vous êtes surtout le spécialiste de Stéphane Mallarmé. Vous avez publié ses œuvres complètes en Pléiade dans 2 volumes. Vous travaillez sur sa correspondance, vous avez déjà publié les lettres à Méry Laurent. Vous avez consacré un ouvrage à la religion de Mallarmé, et puis plus récemment à son travail de professeur, et aussi en collaboration avec Jean-Luc Steinmetz, qui est son biographe, un ouvrage qui s'appelle Mallarmé ou l'obscurité lumineuse, l'an dernier, je crois, en 2014. C'est une réédition d'un ouvrage plus ancien qui date de 98. D'accord. Et alors, dites-moi, il me semble que Mallarmé a vécu 2 vies parallèles, comme dirait l'autre, et peut-être même contradictoires. L'une qui aurait consisté, en tant que poète, à élever le langage, la langue française, plus particulièrement à des hauteurs où l'air est pur, mais l'oxygène plutôt rare, et en même temps à descendre le langage jusqu'au niveau le plus facile, devant des générations de collégiens plus ou moins dociles, à qui il était chargé d'enseigner l'anglais. Donc ça fait 2 vies extraordinairement opposées. Mallarmé a le malheur, si l'on peut dire, d'arriver à une époque où les hommes de lettres sont obligés de gagner leur vie, à la différence de ce qui se passait au XVIIIe siècle, où les hommes de lettres étaient pour l'essentiel des aristocrates. Donc, ils n'avaient pas besoin de gagner leur vie, ils pouvaient se consacrer tout entier à la littérature, à la poésie. Avec le XIXe siècle, c'est l'avènement de l'homme de lettres voué, condamné à gagner sa vie. Alors, il faut trouver des accommodements. Pour les uns, ce sera un emploi de bureau, pour d'autres, ce sera l'enseignement, et puis pour la majorité, ce sera le journalisme, puisque c'est aussi le grand siècle de l'explosion de ce qu'on appelle aujourd'hui les médias. Donc beaucoup de poètes vont prostituer leurs plumes avec ce sentiment d'une véritable prostitution dans le journalisme à des fins uniquement alimentaires. Mallarmé, lui, va choisir l'enseignement qui sera en quelque sorte son bagne, sa vie durant, ou en tout cas le temps de sa carrière qui durera 30 ans. D'accord. Et donc, dès qu'il le doit, il se met à enseigner et se met à écrire en même temps. C'est concomitant? Ce n'est pas tout à fait concomitant. Disons que lui-même, dans sa fameuse lettre autobiographique à Verlaine, le 16 novembre 1985, il commence à devenir un personnage public. Autrement dit, lorsqu'il commence à intéresser le petit monde ou le moyen monde des lettres. Il a résumé en quelque sorte sa vie pour Verlaine et puis pour les lecteurs de la série des hommes d'aujourd'hui. Et au fond, qu'est-ce qu'il retient de sa vie? Il retient d'une part une prédestination familiale qui est l'administration de l'enregistrement, aussi bien du côté paternel que du côté maternel. Donc il est voué depuis le berceau à faire carrière dans l'enregistrement. D'autre part, une vocation poétique, affirmée très tôt, dès le lycée. Il écrit au cours de ses années de lycée un recueil qu'il ne publiera pas, qui s'intitule symboliquement Entre 4 murs. Et puis le 3e élément, ce sont les moyens destinés à éviter cette prédestination de l'administration de l'enregistrement. L'enseignement aura été ce moyen. C'est une façon de mettre de la distance avec sa famille, c'est une façon de gagner son autonomie, et puis c'est une façon aussi, dans un premier temps, de partir en Angleterre pour acquérir aussi cette forme de liberté, et peut-être déjà un projet littéraire, du moins l'affirme-t-il, il veut apprendre l'anglais pour traduire Poe, qu'il a récemment découvert. À la suite de Baudelaire. À la suite de Baudelaire, pratiquement en même temps. C'est en 1860 que cet admirateur de Victor Hugo, comme tout le monde, découvre tardivement, il a 18 ans en 1860, découvre tardivement Baudelaire, avant même la publication de la 2e édition des Fleurs du Mal. Donc il entend parler de la première qui a été censurée. Il découvre Baudelaire et il va, c'est son premier geste, copier
un certain nombre de poèmes de Baudelaire dans ses cahiers, qui s'appellent les glanes. Il a rassemblé des poèmes du XVIe siècle, toute une partie consacrée à la poésie du XVIe siècle, qui a été récemment redécouverte, et puis la partie moderne, c'est essentiellement Baudelaire et Poe. Plus d'une trentaine de poèmes de Poe sont recopiés par Mallarmé, et d'ailleurs parfois transformés dans un sens qui peut nous surprendre, dans un sens plutôt classique. Il a encore un esprit plutôt classique. Mais Baudelaire, c'est une découverte, et la deuxième découverte qui se manifeste aussi dans ses glanes, c'est Poe. On comprend évidemment la liaison entre Baudelaire et Poe, et il recopie 9 poèmes de Poe en anglais, et il s'applique pour la première fois à traduire ces poèmes de Poe, mais à les traduire aussi littéralement que possible, pour en percevoir en quelque sorte la logique et la signification avant d'élaborer peut-être des traductions plus poétiques, ce qui viendra plus tard. Et alors, il va aller, poussé par son métier et par son administration surtout, de ville en ville. Sa vie sera découpée en stations en quelque sorte. Voilà. Disons qu'il y a deux grandes parties, la partie provinciale et la partie parisienne. La partie parisienne étant la plus longue. La partie provinciale, cela commence en décembre 1863, lorsqu'il est affecté pour la première fois dans l'enseignement à Tournon, en Ardèche. Il va rester 3 ans dans ce premier poste, qui va être un poste capital, non pas pour des raisons d'enseignement, mais pour des raisons plus personnelles. Puis, il va quitter Tournon, ce qu'il n'avait pas prévu, tout simplement parce qu'il est renvoyé par l'éducation nationale, qui ne s'appelait pas encore éducation nationale, mais instruction publique, sous la poussée des parents d'élèves qui protestent contre un professeur qui se permet de publier des poèmes dans une revue d'avant-garde, le Parnasse contemporain, qui est en réalité une anthologie de la poésie contemporaine. Donc cela ne plaît pas aux parents d'élèves et se monte une cabale pour le faire renvoyer. Et il est renvoyé effectivement, et il va être affecté à Besançon pour 1 année. Il va faire 1 an à Besançon avant de revenir dans le sud pour être affecté cette fois à Avignon en 67, où il va rester jusqu'en 1871, mais en réalité sur ces 4 années à Avignon, il ne va enseigner que 2 ans parce qu'il va obtenir un congé en 70-71. En 71, fin 71, et pour une part, de façon bien improbable au départ, grâce à la Commune, pourrait-on dire, grâce à la guerre franco-prussienne, il va revenir à Paris pour une raison qu'on peut très rapidement expliciter. Il était l'ami d'un peintre célèbre à l'époque, Henri Regnault, qui est une des premières victimes de la guerre franco-prussienne. Et cet Henri Regnault était fiancé avec une jeune femme qui était la fille de Louis Breton, l'associé de Louis Hachette. Et quand la fiancée éplorée apprend les amitiés d'Henri Regnault, par fidélité à la mémoire de son fiancé, elle décide d'aider Stéphane Mallarmé à retrouver une position plus conforme à ses vœux. Et c'est ainsi qu'il va, après de multiples péripéties, être affecté à Paris, ce que ses états de service en province n'auraient absolument pas justifié. Donc il est affecté au lycée Condorcet, et à partir de la fin 71, il va enseigner constamment à Paris jusqu'à sa retraite, fin 93, début 94. Dans 3 lycées, lycée Condorcet d'abord, puis en 84, il va être affecté au nouveau lycée qui s'ouvre loin de chez lui, le lycée Janson de Sailly, à son corps défendant. Il va faire des pieds et des mains pour quitter Janson de Sailly parce que c'est trop loin de chez lui. Et au bout d'1 an, il est affecté au collège Rollin où il va passer les dernières années de sa carrière. Voilà les établissements qu'il aura connus au cours de sa carrière. Il faut ajouter que cette carrière aura été très abondamment protégée par un certain nombre de protecteurs privilégiés, qu'il s'agisse d'amitiés bien placées dans les bureaux de l'instruction publique ou encore et surtout de protecteurs politiques, des députés en particulier, qui ont su intervenir chaque fois qu'il fallait intervenir pour obtenir soit une promotion, soit une revalorisation de salaire, soit un congé, puisque
Mallarmé avait des problèmes de santé et a souvent demandé des congés non pas sans solde, mais avec maintien du traitement, ce qu'il a le plus souvent obtenu. Et alors, sa maison de Vulaine, de Valvin, il s'y est installé comme tous les Parisiens, enfin il avait une campagne, au moment où il était à Paris. Alors, il est à Paris et c'est à partir donc de la fin 71 et c'est à partir de 74 qu'il va louer cette maison de Valvin, plus exactement un étage de la maison de Valvin, hein, puisque les propriétaires habitent au rez-de-chaussée et il loue un étage de cette maison de Valvin qui va devenir sa villégiature constante de 74 à la fin de sa vie. Alors évidemment, pendant les années d'enseignement, il n'y passe que les mois d'été, c'est-à-dire essentiellement août et septembre, à une époque où la sortie des classes se fait fin juillet ou début août, donc, et la rentrée au début octobre. Donc il y passe août et septembre, et à partir du moment où il sera à la retraite, il va y passer une partie chaque année plus longue de sa vie, d'abord donc après août et septembre pendant son activité professionnelle. Ce sera de juin à octobre, puis de mai à novembre. Ah oui. Donc, dans les dernières années, il y passe quasiment la moitié de sa vie, et d'ailleurs, il y passe son temps à peu près seul. C'est-à-dire que sa famille ne le rejoint que pour l'été, ou les vacances scolaires. Il est donc marié, il a un fils, une fille. Ouais. Son fils, Anatole, meurt jeune. Et donne lieu à ce texte extraordinaire qui s'appelle Tombeau d'Anatole, dont peut-être vous pouvez nous dire un mot. Oui, alors ce fils donc qui est né en 71, c'est-à-dire au moment de la transition entre la province et Paris, il est né à Sens, à 8 ans, il développe un mal que les médecins de l'époque ont du mal d'abord à diagnostiquer. On parle de cancer, enfin, on parlera tardivement de cancer. On parle aussi d'un mal qui s'appelle ascite. C'est de l'eau, voilà. C'est l'hydropisie, c'est un des noms savants de l'hydropisie, le petit Mallarmé tout gonflé par l'eau. Et il va décéder donc à l'automne de 1879 à l'âge de 8 ans. Et ça va être pour Mallarmé un déchirement absolu, d'autant plus qu'il a perçu bien avant l'issue fatale l'échéance qui le menaçait. Et il va vouloir, dans les premiers temps, faire un tombeau d'Anatole, comme selon la tradition poétique des tombeaux, qui sont généralement voués à des poètes ou à des musiciens. Il a pris des notes, toute une série de notes, et ce carnet sur lequel ces notes ont été prises existe toujours. Ce sont de tout petits feuillets de 6 cm sur 10, parfois plus petits, sur lesquels il écrit au crayon, c'est son habitude. Et il prend des notes pour ce tombeau avec les 3 grandes phases de la maladie et de la mort. Mais il n'arrivera jamais à en faire une élaboration véritable, à produire ce tombeau d'Anatole qui est resté donc à l'état de simple note et qui ne sera publié pour la première fois qu'au début des années 60 par Jean-Pierre Richard, au moment où celui-ci publie sa thèse sur l'univers imaginaire de Mallarmé. À l'époque, il fallait aussi une thèse complémentaire, qui était souvent une édition de texte, et c'est le tombeau d'Anatole qui va fournir cette édition en 1961. D'accord. Et alors donc, il se produit à un moment de la vie de Mallarmé ce qu'on a appelé une crise, et qui n'est pas, enfin qui n'a pas lieu n'importe quand. Elle a lieu à un moment où l'histoire littéraire est arrivée à un certain point, l'histoire de Mallarmé aussi, l'histoire de Mallarmé poète, donc homme de littérature aussi. Est-ce que vous pouvez
situer un petit peu cette crise? Pourquoi est-elle arrivée à ce moment-là? Dans quel 19e il est arrivé, Mallarmé? Et de quoi il voulait sortir? Alors, par où commencer, c'est compliqué. En tout cas, le 19e siècle est encore un siècle où la poésie est considérée comme le langage des dieux. C'est la grande tradition. Et les dictionnaires, de toute façon, qui sont en retard sur l'usage, continueront à appeler la poésie le langage des dieux jusqu'au XXe siècle. Donc il y a deux langages. Il y a le langage des dieux et le langage des hommes. C'est marqué la différence fondamentale qu'il y a entre la poésie, qui est la grande littérature, et le langage des hommes, la prose. Évidemment, la grande littérature, jusqu'au XIXe siècle inclus, c'est la poésie. C'est elle qui mène à l'Académie, par exemple. Ce qui fait que les romanciers qui écrivent en prose ne sont pas véritablement reconnus. On sait que Balzac n'entrera jamais à l'Académie, que Zola est le champion, toute catégorie des candidatures à l'Académie, 22 ou 24, et ce sera un échec à tous les coups. Pourquoi? Parce que ces hommes de prose veulent faire reconnaître la prose comme aussi digne d'intérêt que le vers. Mais ça ne va pas de soi au XIXe siècle. Aujourd'hui, on a l'idée des avant-gardes, de tous les poètes qui s'identifient à l'avant-garde, aux avant-gardes du XIXe siècle, et on a l'impression que le XIXe siècle, c'est le siècle de toutes les modernités. C'est vrai, mais cette modernité-là n'est pas reconnue. La grande tradition demeure, et elle demeurera encore pour une part au XXe siècle. Donc il y a bien cette dichotomie entre la poésie, qui est le langage des dieux, et la prose, qui est le langage humain. Par conséquent, Mallarmé, qui advient à la majorité au début des années 60, il est né en 1842, apparaît dans un temps où la grande tradition poétique, telle qu'elle est encore incarnée malgré son côté révolutionnaire par Victor Hugo, cette grande tradition poétique, donc incarnée par Victor Hugo, est toujours présente. Et en même temps, du point de vue sociopolitique, on sait que ce début des années 60, c'est le Second Empire. Et en particulier ce Second Empire qui a une conséquence bien connue du point de vue de la poésie, à savoir l'exil de Victor Hugo. Victor Hugo, c'est le grand exilé. Et à travers Hugo, il y a la conscience dans le monde littéraire que c'est toute la poésie qui est en exil. Pourquoi ? Tout simplement, comme on sait, parce que le Second Empire, c'est le développement du capitalisme de ce XIXe siècle, c'est le développement de ce qu'on a appelé l'esprit bourgeois, et par conséquent, c'est le développement de valeurs nouvelles, qui sont les valeurs du capitalisme et de l'économie, c'est-à-dire les valeurs de l'utilitarisme. Et au regard de ces valeurs utilitaristes, la poésie apparaît comme totalement déphasée, comme inutile. Et on sait évidemment ce que certains poètes ont pu dire de la poésie pour la justifier. La poésie, c'est précisément ce qui est inutile, et c'est cela qui fait sa valeur. Voilà. Mais il y a donc cette conscience de l'exil de la poésie. Et par conséquent, on a une espèce de grande dichotomie dans la vision qu'on peut avoir de la société à partir de cet univers poétique. C'est que d'un côté, il y a les valeurs dominantes de la société, les valeurs d'utilité, les valeurs marchandes. C'est la réalité avec un grand R. Et de l'autre, il y a une contre-valeur. Cette contre-valeur, on peut l'appeler le rêve, on peut l'appeler l'idéal, on peut l'appeler la poésie. La poésie, donc, du côté du rêve et de l'idéal, elle est devenue une valeur contestataire, en quelque sorte, de la réalité dominante, avec une coupure, en tout cas le sentiment d'une coupure irréductible entre ce qu'on appelle la réalité et ce qu'on appelle le rêve. D'où l'idéalisme de nombre de poètes de cette époque. Même s'ils continuent à admirer Hugo, Hugo qui justifiait sa poésie selon la formule de l'art pour le progrès, n'est plus suivi, ne fait plus école de ce point de vue-là. Et à la formule de l'art pour le progrès, certains auront tendance à opposer la formule de l'art pour l'art. L'art se suffit à lui-même, il est à lui-même sa propre justification. C'est dans ce contexte-là que Mallarmé fait ses débuts,
Il est admirateur de Victor Hugo, bien entendu, mais c'est l'époque aussi où il découvre Baudelaire, et en particulier ce qu'on peut appeler l'idéalisme baudelairien. Quelques idées qu'on puisse se faire de cet idéalisme, même si on peut penser qu'il n'y a pas que de l'idéalisme chez Baudelaire. En tout cas, c'est ce que Mallarmé retient d'abord de sa découverte de Baudelaire, c'est l'opposition irréductible précisément entre le rêve et la réalité, ou ce que Baudelaire appelle l'idéal et le spleen. Voilà. Donc le premier Mallarmé, en tout cas le Mallarmé de ce début des années 60, est un poète qui met ses pas dans les pas de Baudelaire, qui découvre en même temps Poe, et Poe lui apprend autre chose, lui apprend évidemment que la poésie, ce n'est pas d'abord une expression, encore moins une expression sentimentale, la poésie c'est d'abord un travail sur les mots. C'est toute l'importance de ce texte fameux, traduit par Baudelaire sous le titre « La jeunesse d'un poème », qui concerne l'élaboration du corbeau et qui montre que la poésie n'est pas liée à quelque inspiration que ce soit. Il ne s'agit pas d'être ému pour faire de la poésie émue. Le poète est un ingénieur des mots, le poète est une espèce de mathématicien des mots, c'est-à-dire quelqu'un qui va calculer les mots qu'il utilise en fonction, non pas de sa propre sentimentalité, mais en fonction de l'effet qu'il veut produire sur le lecteur. Et c'est évidemment toute une révolution mentale pour un certain romantisme. Cela déniaise, démystifie tout un romantisme assez largement associé à l'idée de l'expression lyrique. Voilà. Et quel rapport Mallarmé entretient-il avec les écoles différentes poétiques de ce moment-là? Alors, Mallarmé, en quelque sorte, n'est pas sectaire. Ce n'est pas quelqu'un qui s'enferme dans sa logique à lui, à supposer qu'il ait déjà une logique à lui, ce qui n'est pas faux. C'est quelqu'un qui a envie d'être dans un milieu poétique. Autrement dit, quelle que soit la qualité des poètes, quelle que soit leur doctrine, quelle que soit leur façon de penser ou d'écrire, l'important, c'est qu'ils soient du côté de la poésie. Autrement dit, il a toujours recherché ce compagnonnage poétique. C'est une constante dans sa vie. À l'époque où il est à Tournon, puis à Avignon, il va fréquenter les Faits libres, dont il n'apprécie pas toujours toutes les productions, mais l'important c'est de vivre dans un milieu de poètes, d'avoir des relations avec des poètes, c'est-à-dire avec des gens qui ne sont pas tant du côté de la réalité que du côté de l'idéal. Et pourtant il est ami de Zola? Ça ne l'empêchera pas d'être ami de Zola, c'est un petit peu plus tardif, mais encore une fois, ce qu'il reconnaît d'abord en Zola, c'est un poète. À une époque, évidemment, où Zola est très contesté parce qu'on le considère comme celui qui fait entrer l'ordure dans la littérature. On le baptisera même l'Homère de l'ordure. Mais dans Homère de l'ordure, il y a déjà Homère. C'est-à-dire, il y a la conscience, et chez Mallarmé, c'est très présent, il y a la conscience que Zola est un poète. Zola lui-même, dans la mesure où il a conçu cette épopée des Rougon-Macquart, présente bien son grande œuvre comme une épopée, c'est-à-dire comme l'héritage de la grande tradition poétique, puisque la grande tradition poétique, c'est l'épopée. Simplement, à une époque où l'épopée est en crise au XIXe siècle, parce qu'il y a l'invasion de la prose, c'est le roman qui va prendre le relais de l'épopée, et la modernité épique, c'est le roman. Déjà Balzac avec la Comédie humaine, dont le titre s'inscrit lui aussi dans une logique épique, revendiquait cette dimension proprement poétique. Donc la prose peut être poétique, et même Zola peut être un poète. Lorsqu'il écrit à Zola, puisque Zola lui envoie ses livres, surtout à partir du début des années 70, et Mallarmé répond systématiquement par un long commentaire, à chaque fois, il présente chacun des livres des Rougon-Macquart comme un chant de la grande épopée des Rougon-Macquart de Zola. Et alors donc cette crise? Oui. Alors cette crise, précisément, Mallarmé, on l'a dit, a conscience, comme beaucoup d'autres, de l'exil de la poésie. Exil majeur de Victor Hugo,
mais lui vit aussi cette forme d'exil, puisqu'il est exilé lui-même à Tournon-sur-Ardèche. Alors qu'évidemment, les choses se passent à Paris. Pour un poète, l'univers ne peut être que Paris. Bon, il est exilé à Tournon-sur-Ardèche, ville qui n'est habitée que par des cochons, comme il dit, pour lui, c'est le comble de l'abomination de se retrouver reclus dans une petite ville de province où les préoccupations des gens n'ont rien à voir avec la poésie, avec la littérature ou avec l'idéal. Donc cet exil renforce son idéalisme. Son idéalisme et sa détestation de ce qu'il appelle le bétail ahuri des humains. C'est un de ses premiers poèmes, Le Guignon, qui commence ainsi, le bétail ahuri des humains. Bon. La découverte de Baudelaire, là encore, le confirme dans son idéalisme et il ira même jusqu'à critiquer Baudelaire pour n'être pas assez idéaliste. Il dira « La sottise d'un poète moderne a été jusqu'à se désoler que l'action ne fut pas la sœur du rêve ». Allusion évidemment au reniement de Saint-Pierre, où précisément le poème dit « Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait d'un monde où l'action n'est pas la sœur du rêve ». C'est bien ce sentiment que si l'action et le rêve, c'est-à-dire la réalité et le rêve, étaient unis, comme dans la tradition immémoriale, eh bien ce serait une catastrophe pour la poésie. Cette coupure est au fond salutaire. Voilà l'idéalisme mallarméen dans ce début des années 60. Or, il se trouve qu'en 1866, Mallarmé a commencé depuis 1 an à peu près son Hérodiade. Une Hérodiade qui est évidemment largement inspirée par la méthode de Pau. Il a trouvé une poétique nouvelle, cette poétique il l'a définie ainsi, peindre non la chose, mais l'effet qu'elle produit. Donc il y a bien cette conscience inspirée de Pau d'une poétique de l'effet. Il a commencé son Hérodiade, il a fait, qu'il destine au théâtre d'ailleurs au départ, il a fait une scène qui sera la seule scène publiée de son vivant, la scène d'Hérodiade que l'on connaît dans les poésies. Il entreprend presque concurremment une autre œuvre théâtrale, un intermède héroïque dont le héros est un faune, ce qui deviendra plus tard l'après-midi d'un faune. Il présente cela au Théâtre Français, et puis évidemment le Théâtre Français, c'est-à-dire la Comédie Française, ne reçoit pas cette proposition, il n'y a pas assez d'anecdotes, on l'imagine, et puis surtout on n'y comprend rien, mais cela on ne le dit pas. Bref, ce que fait Mallarmé à partir de ce double refus, c'est de dire « je reprends Hérodiade, non plus tragédie, mais poème ». Il n'abandonne donc pas Hérodiade, mais il va la concevoir comme un poème, c'est-à-dire destiné désormais à la publication et non plus à la scène. Il a écrit la scène, et au printemps de 66, ou dans les premiers mois de 66, il envisage d'écrire une ouverture pour cet ensemble qui comportera plusieurs scènes. Il y aura une ouverture, une scène déjà écrite, une scène intermédiaire et plus tard un final, un peu comme une composition musicale. Voilà. Et c'est dans ces mois qu'il passe sur l'écriture de cette ouverture d'Hérodiade, qu'on appelle traditionnellement l'ouverture ancienne, qu'il se passe quelque chose. Alors, on a beaucoup disserté sur ce qui a pu se passer pour déterminer cette révélation, mais ce qui est patent, c'est que le 28 avril 1966, Mallarmé écrit une lettre à son correspondant privilégié, qui a le même âge que lui, qui est aussi poète, qui sera un poète parnassien, Henri Casalis, qui fera aussi des études de médecine et qui deviendra médecin concurremment, et il lui révèle au fond ce qui s'est passé au cours de ces 3 longs mois. Et ce qu'il écrit, pour le résumer très rapidement et pour le dire avec les mots de Mallarmé, c'est d'abord ceci: en creusant le verre à ce point, j'ai rencontré 2 abîmes qui me désespèrent. L'un est le néant, auquel je suis arrivé sans connaître le bouddhisme. Voilà une découverte fondamentale, qui se donne d'ailleurs non pas comme une découverte intellectuelle, mais comme une rencontre. J'ai rencontré 2 abîmes, comme si c'était par le hasard qu'il s'était retrouvé nez à nez avec le néant. Et par quel moyen a-t-il fait cette rencontre du néant? Non pas par une réflexion intellectuelle, par une déduction de philosophe,
mais tout simplement par le travail sur le verre. En creusant le verre à ce point, j'ai rencontré deux abîmes qui me désespèrent. Ce que va déterminer cette découverte du néant, c'est d'abord une conscience nouvelle de la poésie et puis de son rapport au monde. L'idéaliste peut dire immédiatement après, dans la même lettre, « Oui, je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière ». Autrement dit, profession de foi matérialiste. Révolution copernicienne chez Mallarmé. De l'idéalisme au matérialisme absolu. Je le sais, nous ne sommes que de vaines formes de la matière. Mais il ajoute, mais bien sublime pour avoir inventé Dieu et notre âme. Il prend conscience par conséquent que tout ce qui s'identifie à un au-delà, à un absolu, à un idéal, qu'on l'appelle Dieu d'un point de vue extérieur ou qu'on l'appelle l'âme d'un point de vue intérieur, tout cela n'est que fiction. C'est une pure création humaine, mais une création évidemment inconsciente, mais bien sublime pour avoir inventé Dieu et notre âme. Alors cela pourrait le conduire à abandonner la poésie, puisque la poésie, c'est le langage des dieux, c'est le langage qui traditionnellement nous élève au divin. Et même si tous les poètes ne croient plus nécessairement en Dieu au XIXe siècle, il y a quand même cette conscience d'un idéal à atteindre, et on sait quelle a été la fortune de ce que Paul Bénichou a appelé les mages romantiques. Le poète, c'est vraiment l'intermédiaire entre la divinité et l'humanité. Et chez Hugo, ce n'est pas une vaine formule. Hugo, c'est le poète qui croit en Dieu, c'est le poète qui peut répercuter ce que dit la bouche d'ombre, par exemple, dans les Contemplations, qui se fait donc l'intermédiaire de Dieu auprès des hommes. Bon, pour Mallarmé, évidemment, tout cela est désormais périmé. Alors il pourrait abandonner la poésie, puisque la poésie est traditionnellement le langage des dieux. Quel sens a désormais la poésie si elle ne donne plus accès à Dieu ou à un idéal ou à un absolu, dans la mesure où elle ne repose plus que sur rien. Le fait qu'elle soit une fiction, c'est tout simplement qu'en creusant le verre, on ne trouve pas le fondement ultime de la poésie qui serait de nature ontologique, comme une divinité, un dieu ou un absolu. Ce qu'on trouve quand on creuse le verre, c'est le vide, c'est le rien. Le rien avec un R majuscule, dit toujours Mallarmé dans cette même lettre, le rien qui est la vérité. La seule vérité, c'est le rien. Et alors, est-ce qu'il va bâtir un système? Alors, bâtir un système, c'est trop vite dit. Cela va d'abord déterminer une crise de plusieurs années. C'est un bouleversement complet qui n'est pas seulement un bouleversement de poète, c'est un bouleversement intellectuel, c'est un bouleversement spirituel, c'est un bouleversement dans toutes les dimensions du personnage. Et par conséquent, il va essayer de récupérer cette crise pour aboutir à une autre logique de la poésie. Il l'entrevoit d'ailleurs déjà dans cette même lettre du 28 avril 1966, lorsqu'il dit, puisqu'il a conscience qu'au fond, l'humanité invente Dieu et notre âme. Il écrit très exactement, « Je veux me donner ce spectacle de la matière, ayant conscience d'elle, et cependant s'élançant forcenément dans le rêve qu'elle sait n'être pas. » Chantant l'âme et toutes les divines impressions pareilles qui se sont amassées en nous depuis les premiers âges, et proclamant devant le rien qui est la vérité ces glorieux mensonges. Les glorieux mensonges, c'est Dieu, c'est l'âme et c'est la poésie. La poésie, c'est un mensonge, mais ce mensonge est glorieux. C'est toujours la même chose. L'humanité n'est que matière et en même temps elle est sublime. C'est-à-dire que l'homme, c'est un être fini, c'est un être matériel, mais c'est un être qui est en même temps capable de se dépasser lui-même dans une espèce d'auto-transcendance, qu'on peut appeler la sublimité, qu'on peut appeler la poésie. Alors la poésie est de ce point de vue-là un mensonge, c'est-à-dire qu'elle n'est pas le langage des dieux, elle ne débouche sur aucun absolu, et en même temps, elle manifeste notre grandeur. L'homme, c'est le seul animal qui soit capable de se dépasser. Et la poésie est une des formes de ce dépassement, et peut-être la forme par excellence de ce dépassement, dans l'ordre du langage. Et alors, dans l'ordre du langage, disiez-vous, exactement. Alors donc, c'est en creusant le verre
qui va travailler. Qu'est-ce que ça veut dire alors? Quelle est sa manière de creuser le verre? Alors, c'est une métaphore, bien entendu, dire creuser le verre. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on prend une petite cuillère pour creuser le verre ou un instrument quelconque? Bon, il va de soi que derrière cette image du creusement, il y a des images littéraires. Il y a des images qu'on peut trouver chez Baudelaire, notamment l'image du guignon. Des images qui viennent d'ailleurs d'un poète anglais, c'est Gray. Dans Le Guignon, vous avez ces deux images de Baudelaire, main joyau d'or enseveli dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes. Il y a cette idée qu'il y a un trésor caché dans les profondeurs. Et le poète, c'est un mineur qui s'applique à creuser la surface de la réalité pour découvrir dans ses profondeurs ce trésor caché. Donc on l'appelle alchimiste, qu'on l'appelle mineur, c'est toujours celui qui va affronter la profondeur contre ceux qui restent à la surface des choses. Et affronter la profondeur, c'est toujours dans l'espoir de découvrir le trésor caché. Que ce trésor prenne la forme d'un diamant, d'un minéral, ou la forme d'une fleur. Maint joyau d'or enseveli, dit Baudelaire, dans les ténèbres et l'oubli, bien loin des pioches et des sondes. Mainte fleur épanche à regret son parfum doux comme un secret dans les solitudes profondes. Donc la fleur du mal, elle doit se trouver dans les profondeurs. Donc évidemment, Mallarmé prend le relais de Baudelaire. Lui aussi aspire à creuser le verre, à creuser le langage, dans l'espoir de trouver ce trésor caché, dans l'espoir de trouver ce fondement ultime. Et lorsqu'il creuse, que découvre-t-il? C'est qu'il n'y a rien. Ou plutôt, il y a le rien. Terme à la fois négatif et positif, puisqu'on sait que le mot « rien » en français est en réalité ce qui signifie quelque chose. C'est le rem latin. Bon. Et Mallarmé jouera beaucoup de cette ambiguïté. Et qu'est-ce qui fait de l'imperfection du langage? Parce que le langage est évidemment imparfait. Et... Alors, cette conscience du langage, bien sûr, en tant que poète, il a toujours eu une certaine conscience du langage, comme tout poète. Mais cette conscience du langage va surtout se développer quelques années plus tard. J'ai parlé de crise, d'une crise de plusieurs années. Cela commence au printemps de 1866. Et pendant 3-4 années, Mallarmé va connaître une crise très profonde qui va déterminer parfois une espèce de paralysie, un empêchement d'écrire. Cela va déterminer aussi quelques poèmes majeurs. Le plus symptomatique, c'est évidemment le poème qu'il écrit probablement en 1868 et qui est le plus emblématique de cette révolution copernicienne de la poésie, c'est le fameux sonnet en X. Bon. Mais la crise demeure. Et d'ailleurs, à cette époque-là, il n'écrit même pas de lettres, parce qu'il est incapable d'écrire, et il fait écrire parfois sa femme, qui est pourtant allemande, et qui écrit dans un français approximatif. Mais il dicte à sa femme. Et c'est en 1969 qu'il fait part d'une nouvelle découverte. Je passe évidemment sur toutes les péripéties de la crise, mais ce qui va déterminer une sortie de crise, c'est la lecture d'un livre qui est un livre philosophique. Il n'en dit pas plus, mais il est très vraisemblable que ce livre philosophique, c'est le discours de la méthode de Descartes. Qu'est-ce qu'il découvre dans le discours de la méthode de Descartes, et particulièrement dans la 4e partie, très vraisemblablement, ce qu'on peut déduire des lettres qu'il écrit à cette époque, c'est la notion de fiction. La notion de fiction qui vient en quelque sorte donner une identité conceptuelle à ce qu'il a ressenti à l'époque où il écrit cette lettre de 1866, lorsqu'il dit « bien sublime pour avoir inventé Dieu et notre âme ». Voilà, c'est la notion de fiction qui intervient et qui fournit un concept à sa pensée. Lui qui n'a pas, il ne cesse de le répéter, l'esprit philosophique. Il l'écrit à Villers-l'Isle-Adam, qui est un grand lecteur de Hegel, par exemple, qui lui recommande Hegel. Alors, grand débat, savoir si Mallarmé a lu ou n'a pas lu Hegel, quels ont été les intermédiaires éventuels d'une connaissance de Hegel, de première main ou de deuxième ou de troisième main, peu importe. Toujours est-il qu'il n'a pas la tête philosophique. Il est arrivé à ces découvertes par ce qu'il appelle la sensation.
hein. C'est un homme de sensation, c'est un poète, c'est-à-dire il n'est pas tant du côté de l'intelligence abstraite et conceptuelle que du côté de la sensibilité. Et il veut évidemment ressaisir, à partir du moment où il a fait cette découverte, il veut ressaisir intellectuellement cette découverte sensible pour pouvoir l'utiliser, pour pouvoir la penser. Et tout ce travail des années de crise, c'est précisément pour essayer de penser ce qui lui est arrivé comme un caillou sur la tête. Alors, précisément, la lecture de Descartes va jouer ce rôle en lui fournissant le concept et probablement le passage de la 4e partie où Descartes écrit « Je résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées dans l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. » Voilà. C'est le doute méthodique à partir duquel, évidemment, Descartes va arriver au cogito qui lui permettra précisément de reconstruire tout l'édifice du savoir, toute la philosophie et tout l'édifice du savoir, à partir de cette mise en doute radicale, mais cette mise en doute n'est qu'une fiction, une fiction méthodique. Et c'est cette fiction méthodique que Mallarmé retient, et le terme de fiction va lui fournir le concept adéquat. D'autant plus que le mot fiction, pour lui, professeur d'anglais, n'est pas pour rien le terme anglais qui signifie en somme littérature. La littérature est fondamentalement une fiction. Et alors, il y a un deuxième intermédiaire qui va intervenir à ce moment-là, après Descartes, c'est la volonté qu'a Mallarmé de se vouer à des études de linguistique. C'est l'époque, fin des années 60 et tout début des années 70, où il envisage de reprendre des études. Des études, lui qui est simplement chargé de cours d'anglais, qui n'a qu'un certificat d'aptitude à l'enseignement de l'anglais qui s'obtenait 1 an après le baccalauréat. Il voudrait arriver à la licence. Et une fois arrivé à la licence, entreprendre des études en vue du doctorat. Et qu'envisage-t-il comme thèse? Une thèse de linguistique sur l'évolution des langues, alors aussi bien les langues sémitiques que les langues indo-européennes. C'est l'époque du plein développement aussi de la pensée linguistique. Le 19e siècle, ce milieu du 19e siècle, c'est l'époque où advient véritablement la science linguistique, héritière de la grammaire comparée de Franz Bopp au début du siècle. Et le grand linguiste de cette époque, c'est un Allemand installé en Angleterre qui s'appelle Friedrich Max Müller. Et Mallarmé, on le sait, a eu entre les mains un ouvrage de Max Müller qui représente à la fois le grand linguiste du temps, l'héritier de Franz Bopp, c'est-à-dire l'héritier de la linguistique comparée qui a complètement renouvelé l'approche du langage. On n'en est plus à s'interroger sur les origines du langage, on s'interroge maintenant sur, par l'intermédiaire du comparatisme sur la nature des langues. Et on sait que le comparatisme linguistique est ce qui a produit le modèle indo-européen. Et alors, est-ce que c'est de ce goût pour la linguistique que vient ce qu'il est coutume d'appeler l'obscurité de Mallarmé? Est-ce que c'est par cette conscience qu'il a de la manière dont une phrase est construite, dans la manière dont les mots sont reliés les uns aux autres, qu'il élabore son langage poétique si particulier qui est fait de distorsion, d'éloignement, de dislocation, comme on parle des membres qui se disloquent, de sa poésie? Alors, ce serait, à mon sens, une erreur de penser que c'est la conscience qu'il a eue de la pensée linguistique qui a déterminé chez lui cette obscurité. Cette obscurité est plus ancienne. Il y a une revendication même d'obscurité, si l'on peut dire, beaucoup plus ancienne. La linguistique, d'abord, si j'en termine là-dessus, ne lui ouvre pas seulement l'horizon de la réflexion la plus contemporaine sur le langage, elle trouve un champ d'application privilégié avec les travaux de Max Müller, et ce champ d'application privilégié, c'est la mythologie, l'étude des mythes de l'Antiquité. Max Müller n'est pas seulement le grand linguiste de son temps, c'est aussi le fondateur d'une discipline nouvelle qu'on appelle la mythologie comparée, qui est
la transposition à l'étude des mythes de la grammaire comparée vouée à l'étude des langues, puisque ce sont les mêmes domaines linguistiques, la mythologie dans le domaine indo-européen. Et ce que démontre par la linguistique, par l'analyse linguistique Max Müller, c'est que tous les dieux de la mythologie indo-européenne ne sont que des mots. Autrement dit, le divin est réductible à des mots. La formule la plus parlante pour dire cette réduction, cette déconstruction des mythes, c'est la formule latine nomen, numen. Nomen, c'est le nom, numen, c'est le Dieu. Il n'y a qu'un petit déplacement, évidemment, dans cette paronomase entre nomen et numen. Eh bien, un Dieu, c'est toujours un nom dont on a perdu conscience qu'il était un simple nom. Voilà. Autrement dit, le divin se produit à l'intérieur du langage. C'est un phénomène linguistique. Voilà. Et par conséquent, la linguistique a désormais pour charge de déconstruire toutes les mythologies. Alors évidemment, les mythographes de l'époque s'intéressent surtout aux mythologies antiques. Et on sait que Mallarmé a traduit un ouvrage en 1880 qui s'appelle « Les dieux antiques ». Mais cette traduction, elle remonte au tout début des années 70, en 71 très probablement, à l'époque où il s'intéressait à la linguistique. Et cet ouvrage, c'est celui d'un épigone de Max Müller, George William Cox. C'est une espèce de vulgarisation des thèses de Max Müller, qui montre comment on peut déconstruire tous les mythes de la mythologie, des mythologies indo-européennes. Voilà la deuxième leçon que fournit Max Müller à Mallarmé, c'est la conscience que c'est dans le langage que se produisent les mythes, mais pas seulement les mythes antiques, parce que la mythologie ne concerne pas que l'Antiquité. La modernité aussi a ses mythologies. Bien avant Barthes ou qui vous voudrez, Mallarmé a pensé les mythologies modernes. C'est-à-dire que les mythologies ne sont jamais que les représentations dominantes dont on n'est même pas conscient. Puisque selon la formule de l'époque, un mythe n'existe qu'à partir du moment où il n'est pas perçu, où il n'est pas compris. Donc, nous avons aussi nos mythologies. Eh bien, ces mythologies sont elles-mêmes déconstructibles. Mythologie poétique, mythologie sociale, mythologie politique, mythologie religieuse, mythologie économique, tout, au fond, peut être classé dans la catégorie mythe, que l'on peut par conséquent déconstruire par le langage à partir précisément de la notion de fiction. Que sont les mythes? Que sont les représentations que nous portons naturellement parce que nous sommes des êtres parlants? Chaque fois que nous parlons, nous sommes porteurs de représentations dont nous n'avons même pas conscience. Eh bien, ces mythes, ces représentations ne sont rien d'autre que des fictions. Dans tous les domaines, l'univers politique, c'est une fiction. Ce sont des fictions nécessaires, bien sûr. Mais le tort, ce serait d'accorder une valeur absolue à ce qui n'est que fiction. Bien sûr, nous avons besoin de fiction. L'être humain ne peut vivre que dans des fictions, mais il vit dans des fictions. Simplement, il ne faut pas leur accorder des valeurs absolues. Donc voilà le grand enseignement de la linguistique et de ses dérivés pour Mallarmé à cette époque-là. Donc, si on revient à la question de l'obscurité, Mallarmé n'a pas attendu la découverte de la linguistique pour être obscur. À 20 ans, il écrivait un texte dans la revue L'Artiste, qu'il n'a jamais repris d'ailleurs, qui s'intitulait « Hérésie artistique, l'art pour tous ». Mais nous sommes à l'époque où il est un idéaliste absolu. Et par conséquent, de quoi se plaint-il? Il se plaint que, à la différence des musiciens qui sont protégés par le langage ésotérique de la musique, celui de la partition, autrement dit, n'importe qui ne peut pas lire une partition. En revanche, les poètes, eux, ne sont pas protégés parce qu'ils utilisent la langue commune. Ce qui fait qu'ils sont exposés aux railleries du moindre citoyen qui peut revendiquer le droit de porter un jugement sur la poésie tout simplement parce qu'il a appris à lire à l'école. Donc c'est une espèce d'élitisme furieux. Et revendiqué par Mallarmé, il dit lui-même, l'homme peut être démocrate, l'artiste, lui, doit être aristocrate.
Cela consonne évidemment avec l'idéalisme, avec la tentation de l'absolu, etc. Mais la crise, précisément, c'est la perte de l'absolu, c'est la ruine de l'absolu, c'est la ruine de cet idéalisme, c'est une conscience tout à fait nouvelle de la poésie. Alors, pourquoi Mallarmé est-il, si l'on veut, difficile à comprendre? Alors la raison la plus simple que l'on peut évoquer, c'est précisément que lorsque nous lisons, nous déroulons inévitablement une signification parce que nous avons acquis par l'école, par l'institution scolaire, une compétence qui nous permet de donner une signification à partir d'un texte que nous lisons. Nous pouvons lire le journal en lecture dite courante. Nous pouvons même lire un roman de gare ou de plage ou même un roman d'ailleurs en lecture courante. Et évidemment, quel est le tort de cette lecture courante? C'est que plus un texte est lisible, moins il est visible. Qu'est-ce que c'est que la visibilité d'un texte? La visibilité d'un texte, c'est la conscience que l'on prend que l'écriture, ce sont de petits dessins noirs sur blanc. Et évidemment, sauf lorsqu'on est confronté à une langue étrangère, par exemple, lorsque on ne maîtrise que le français et que l'on se retrouve devant un journal en caractère chinois ou en caractère japonais, ou bien même dans une langue étrangère avec le même alphabet latin, bon, là, on conçoit que ces petits dessins, il ne va pas de soi qu'ils produisent une signification. Il y a donc ce que Mallarmé appelle un mystère dans les lettres. Et ce mystère dans les lettres, c'est précisément le mystère qui fait qu'à partir de quelques signes, mettons les quelques 20 lettres, comme dit Mallarmé, alors qu'on compte 20, 24, 25, 26, peu importe, les quelques 20 lettres de l'alphabet, comment à partir de ces quelques 20 lettres, c'est-à-dire de ces 20 petits dessins conventionnels, on a pu produire toutes les langues qui se parlent dans le domaine indo-européen, par exemple, et la multitude de représentations, la multitude de mythes, de tout ce que vous voudrez, de constructions intellectuelles, tout cela à partir de 20 signes. Bon, voilà. Alors, il y a un mystère profond des lettres. Et si l'on n'a pas conscience de ce mystère profond des lettres, on reste sur l'idée, évidemment fausse, d'une transparence du langage. Et on réclame du langage qu'il soit transparent. Si on ne comprend pas, on proteste. Or, le langage est tout sauf transparent. C'est une illusion construite que cette transparence du langage. C'est un leurre. Évidemment, plus le langage est transparent, moins on en a conscience, et par conséquent, plus on est dupe du langage que l'on utilise. C'est-à-dire, pour le dire avec des mots de certains qui ont aussi disserté sur cette logique du langage, j'utilise moins le langage ou je parle moins à travers le langage que le langage ne parle à travers moi. Ou pour utiliser ce barbarisme, on peut dire « je suis parlé par mon langage ». Voilà. Voilà la conscience que Mallarmé prend de ce mystère du langage. Autrement dit, si l'on reste dans la logique d'une lecture courante, celle qu'on apprend à l'école, celle qui produit une signification quasi mécanique et immédiate, eh bien, on reste dupe de ce qui n'est pas simplement un instrument de communication, mais ce qui est constitutif de notre être humain, ce qui nous permet de produire du sens. Voilà. Cette capacité de signifier qui est le propre de l'humain, capacité de signifier qui permet justement de produire la création des dieux, des âmes, de tout ce que vous voudrez. Voilà. Et nous, qui sommes de mauvais lecteurs, qui sommes des lecteurs de ce langage qui n'est qu'une fiction, nous avons besoin d'intermédiaires. Nous avons besoin de gens qui nous disent « mais c'est pas ça que ça voulait dire ». Donc c'est là que le professeur entre en jeu. C'est ça le travail que vous faites finalement. Mais avant même qu'un professeur intervienne comme intermédiaire, évidemment si le professeur intervient comme intermédiaire, c'est lié à l'institution scolaire qui
a acquis une légitimité qu'on peut contester, etc. Il peut y avoir d'autres modèles, évidemment, d'apprentissage ou d'enseignement, mais dans notre tradition, le professeur est un intermédiaire entre les textes, les grands textes, avec des finalités parfois différentes, et le public liseur. Le public liseur qui, devant certains textes, rencontre des difficultés ou trouve des limites à sa compétence de lecteur. Donc il doit en quelque sorte améliorer cette compétence. Mais Mallarmé, précisément, que fait-il? Il ne compte pas sur les professeurs de l'avenir pour expliquer ces textes, en proposant des textes qui ne se lisent pas immédiatement. Il force les lecteurs qui veulent comprendre, parce qu'on peut ne pas vouloir comprendre, on peut se contenter de dire « bon, ça ne m'intéresse pas, c'est nul, ça ne veut rien dire » et je ferme le livre. Mais il force les lecteurs qui veulent comprendre à se poser la question de ce que c'est que lire un texte. Question qu'on ne se pose pas quand on lit le journal ou quand on lit un roman de plage. Devant un poème, et même le plus souvent quand on lit un roman, même haut de gamme, du Zola, du Balzac, etc., on ne se pose pas nécessairement la question de savoir ce que c'est que lire. Parce qu'il y a une espèce d'immédiateté de la signification, qui peut être pauvre par rapport à une signification plus profonde, mais peu importe. Il y a déjà cette première signification qui se produit. Tandis que dans le cas de Mallarmé, vous êtes devant un poème de Mallarmé, le plus souvent, surtout les poèmes de la maturité, eh bien vous pouvez ne rien comprendre, vous pouvez ne rien percevoir, et par conséquent, si vous voulez aller au-delà de cette répulsion que peut produire un texte difficile ou réputé hermétique, vous êtes obligé de vous poser la question de savoir ce que c'est que lire, ce que représente l'acte de lecture, en quoi il consiste. Et par conséquent, vous n'avez plus une lecture réflexe, mécanique, automatique, celle que vous avez acquise par l'école. Vous devez acquérir une deuxième compétence de lecture, c'est-à-dire une lecture réflexive. Et donc, qui consiste, entre autres, à faire un certain travail. À faire un travail, parce que les choses ne vont plus de soi. Quand vous avez évoqué un certain nombre des traits de ce qu'on peut appeler, pour simplifier, l'obscurité mallarméenne, il y a deux grands procédés dans l'écriture mallarméenne qui conduisent à cette difficulté. Le premier procédé, les deux procédés sont d'ailleurs presque antinomiques, si l'on veut. Le premier procédé, c'est l'ellipse, c'est-à-dire l'escamotage de certaines parties du discours et ce qu'on peut appeler les parties les plus molles du discours, par exemple le verbe copule. On va supprimer le verbe copule et on va mettre en contact le sujet et le prédicat, sans passer par le verbe copule, qui n'est qu'un instrument commode. Et par conséquent, c'est au lecteur de faire le travail de restitution du rapport qui existe entre les deux éléments qui sont apposés. Autrement dit, le lecteur est obligé de prendre conscience que lire, c'est toujours relier. C'est établir des rapports entre les mots. Quand nous sommes dans une syntaxe, qui est la syntaxe commune du langage commun, cette liaison, elle est quasi automatique. Nous avons l'ordre, sujet, verbe, complément, nous nous y retrouvons, nous n'avons pas besoin de réfléchir. Mais lorsque cet ordre est perturbé, lorsqu'il y a des ellipses, alors nous sommes obligés de faire le travail de liaison. C'est à nous, en quelque sorte, de retrouver, pas forcément le sens qui est déjà là, mais de construire le sens. La lecture, c'est une construction. Mais c'est aussi une construction quand nous lisons le journal. Simplement, nous n'en avons pas conscience. Cela se passe dans notre tête sans que nous en ayons conscience. Eh bien, avec Mallarmé, nous ne pouvons plus nous contenter de cette lecture superficielle. Nous sommes obligés d'en passer si nous voulons accéder à quelque chose qui soit de la signification. Nous sommes obligés d'en passer par une construction parfaitement réfléchie, parfaitement consciente d'elle-même. L'ellipse, disiez-vous. Alors, le premier procédé, c'est l'ellipse. Donc, c'est un procédé économique qui va réduire le texte. Le deuxième procédé, au contraire, c'est ce qu'on pourrait dire l'incidente. C'est-à-dire que dans une phrase, et c'est surtout vrai dans les textes de prose de Mallarmé, mais dans ces textes de prose, il y a aussi beaucoup d'ellipses. L'ordre traditionnel, c'est sujet, verbe, complément. Ou bien l'adjectif suit immédiatement le nom auquel il se rapporte. Il y a des liaisons qui sont indiquées par la place.
pour perturber cette lecture courante qui produit des leurres. Que fait Mallarmé? Il va entre deux mots qui sont en rapport étroit, le sujet et le verbe par exemple, le nom et l'adjectif. Il va distendre les deux termes, il va établir le plus d'espace possible par l'intermédiaire de l'inclusion d'incidentes, de propositions incidentes, de propositions subordonnées, ce qui fait que le lecteur devra avoir une conscience aiguë de la logique syntaxique de la phrase pour parvenir à retrouver le fil de la phrase. Parce que le fil ne lui est plus tendu comme le fil d'Ariane pour se retrouver dans le labyrinthe. Voilà. Il a besoin de dérouler lui-même le fil, de le retrouver, alors que ce fil peut apparaître, si je puis dire, comme invisible. Est-ce que vous pouvez nous donner un conseil de lecture si vous aviez à dire à quelqu'un qui ne connaît pas Mallarmé, commencez par ça, et puis vous tirerez le fil petit à petit? La première chose que l'on peut faire, à supposer évidemment qu'on ait quelque intérêt pour la poésie, pour Mallarmé en particulier, la première chose, ce n'est pas nécessairement de vouloir comprendre. Je connais un certain nombre de gens qui connaissent par cœur nombre de poèmes de Mallarmé et qui éprouvent une véritable jouissance sensible, simplement sensible, à se réciter du Mallarmé, parce qu'il y a une forme de musicalité, mais pas seulement une sensibilité musicale, il y a aussi une sensibilité plastique, un bonheur des mots, il y a une volonté de jouer avec l'inégalité des mots, par exemple, associée à un mot très long, de 5 ou 6 syllabes, à un monosyllabe. Par exemple, l'incipit du sonnet « Victorieusement fuit le suicide de Beau ». Voilà. Vous avez le choc entre un mot très long, allongé en plus par une diérèse, « victorieusement », et puis un monosyllabe, « fuit ». Voilà. Tout ce travail sur les mots est fondamental et produit déjà un plaisir sensible, puisqu'on sait que la poésie, comme le langage, il y a à la fois une dimension intelligible, une dimension sensible. Le langage conceptuel, le langage philosophique est essentiellement du côté de la dimension intellectuelle. La poésie, c'est la volonté de réévaluer la dimension sensible du langage, c'est-à-dire, comme on dit aujourd'hui, de marquer davantage l'attention sur le signifiant plutôt que sur le signifié, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de signifié, mais le signifiant prend toute sa dimension, toute sa valeur. La conscience des mots, elle commence par là. Conscience que la poésie, comme le rapporte la fameuse anecdote relatée par Valérie dans Degas dans ce dessin, vous savez que Degas se plaignait devant Mallarmé en particulier, lui qui avait des velléités aussi d'être poète, il se plaignait de ne pas arriver à faire des poèmes alors que, disait-il, il avait beaucoup d'idées. Et Mallarmé lui aurait répondu, selon Valérie, qui rapporte le mot, « Mais mon cher Degas, ce n'est pas avec des idées qu'on fait des poèmes, c'est avec des mots. » Voilà. Primauté des mots. Selon la célèbre formule, l'œuvre pure implique la disparition illocutoire du poète qui cède l'initiative aux mots. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est de l'écriture automatique, ça ne veut pas dire que les mots font tout le travail, tout seul, bien sûr. Mais céder l'initiative aux mots, ça veut dire que le poète doit prendre conscience que parler, c'est travailler sur les mots. Et donc, il faut d'abord avoir conscience des mots qui constituent notre langage. C'est le fondement. À partir de là, on peut constater, par exemple, l'inadéquation des mots aux choses, du langage au réel, ce que Mallarmé appelle le défaut des langues. Bon. Et la poésie vise justement, comme il le dit, à rémunérer philosophiquement ce défaut des langues. Voilà. C'est une des vocations de la poésie, mais elle ne peut se faire qu'à partir du moment où on a conscience de ce qui se joue dans le langage. Et le poète est le mieux placé puisque c'est lui qui fait un usage conscient des mots. Voilà. De tout temps, mais plus particulièrement quand on a cette compétence linguistique très contemporaine.